Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez juste mon avis sur un titre en particulier, comme d'hab, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, en description, ça change pas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo pour que celle-ci puisse grandir et la chaîne puisse grossir. On approche quand même tout doucement des 3000 abonnés, ça fait super plaisir. En description, il y a aussi des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. N'hésitez pas non plus à me suivre. Et maintenant que c'est dit, on va commencer maintenant. Comme j'avais un petit peu de retard, on fait toujours un gros morceau de Détective Conan. Alors là, on parle des tomes 46 à 60. Mine de rien, j'en suis déjà un peu moins des 2/3, mais j'approche... j'ai passé la moitié déjà. Il y a 98 tomes, donc je suis pas loin des 2/3 de la série. Dans ces 15 tomes, il s'est passé énormément de choses. Alors déjà, dans les tomes 44-45, il y avait eu Conan qui avait affronté Vermouth, un des hommes en noir, enfin une femme qui est un homme en noir, où il y avait un petit peu une question par rapport à Jodie, donc la prof d'anglais, qui n'était pas en fait Vermouth, et Conan avait eu un indice par rapport aux hommes en noir, c'est que pour appeler leur boss, ils composaient un numéro, alors c'était pas un numéro de téléphone, c'est une adresse mail, et ça commençait par des notes de musique. Et Conan cherche, essaie de comprendre c'est quoi cette note de musique, et en fait il sait que c'est un code qui a un rapport avec une mélodie pour enfants, et donc en fait c'est ces quatre premiers chiffres-là qui composent le mail du boss. Alors, je vois pas encore trop l'utilité pour l'instant, peut-être qu'à l'époque on pouvait savoir où était une personne grâce à l'adresse mail. J'ai du mal à imaginer qu'en début 2000 on pouvait faire ça, aujourd'hui on peut, mais... Bah, tu sais où il l'a créé, mais s'il se reconnecte pas, tu sais pas où est-ce qu'est la personne. Donc, voilà, j'ai un peu du mal. Alors, après, tu peux peut-être savoir où est-ce qu'il a créé, qui l'a créé, etc. Mais j'ai un peu du mal. Et de ça découle que Conan découvre un nouvel homme en noir, enfin, une femme en noir, qui est une présentatrice télé qui s'appelle Kyr. Et là, il y a un putain d'arc narratif qui commence tome 47-48 jusqu'au tome 60. C'est un arc narratif sur Kyr. Alors, c'est pas que des enquêtes sur elle, mais c'est parsemé, en fait. C'est que Conan affronte Kyr. Kyr se retrouve à l'hôpital, surveillé par le FBI. Il y a un autre personnage qui apparaît, qui lui ressemble trait pour trait, qui est son petit frère, et il y a une enquête sur lui, qui s'écoule pendant longtemps, parce que déjà Conan, il passe pas mal de temps où il enquête sur la fameuse musique, et après, il y a une enquête sur ce nouveau personnage qui s'appelle Eisuke Hondo, où il se dit, putain, mais c'est qui, et tome 56 à 59, grosse baston entre les hommes en noir, parce que là, l'arc de Kyr se termine parce qu'on découvre en plus des choses sur Eisuke Hondo, donc c'est véritablement le petit frère de Kyr, mais que Kyr est un agent du CIA. Tu fais waouh, infiltré dans les hommes en noir depuis des années. C'est là j'ai halluciné. Et elle laisse pour mort quelqu'un d'important dans l'histoire de Conan, mais je sais qu'il est pas mort parce que j'ai vu le film, et le film m'a ploté des trucs sur lui parce que je sais qu'il est encore en vie, et il y a un personnage qui apparaît dans le tome 60, et je sais qui c'est. Parce que j'ai vu le film aussi, qui t'explique un petit peu que ce personnage-là, c'est ce fameux personnage mort. Bon, désolé, je vous spoil, hein, mais voilà, donc je suis un peu spoilé, mais bon, voilà, j'ai hâte de voir surtout comment ça va être montré, parce que le personnage est laissé pour mort, quelqu'un va prendre sa place, et comment ce twist de il est pas mort, il revient à la vie va être fait, j'ai hâte de le voir. Et il y a aussi la première apparition de André Kamel, donc un membre du FBI qui est juste le chauffeur, parce que pour l'instant il fait que conduire, hein. Et moi j'adore son prénom, André Kamel, je trouve ça magique. On parle aussi en top 60, c'est vite fait évoqué, on nous parle de Bourbon. Alors j'ai cru comprendre, je sais plus ou moins qui c'est, je vois sa gueule, et j'ai hâte de le voir apparaître réellement dans l'histoire. En tout cas là, honnêtement, les 15 tomes que j'ai eu de Conan, là, les tomes 46 à 60, c'est à l'heure actuelle les 15 meilleurs tomes que j'ai eu de Conan. Là vraiment, ces 15 tomes là, en plus, chance pour moi, ça forme un méga arc narratif, parce que, on va dire, du moment où Conan a battu Vermouth jusqu'à la fin du tome 59, c'est un arc narratif sur Kyr pour moi. Et il était génial cet arc narratif, j'ai hâte de lire la suite, surtout qu'il va y avoir Bourbon, donc je pense qu'il va y avoir un arc narratif sur ce personnage-là, savoir qui c'est, parce que là on nous parle que Bourbon va apparaître, etc. J'ai hâte de voir quand il va apparaître, comment ils vont l'affronter, etc. J'ai hâte aussi de voir apparaître les autres personnages importants du film, Scarlet Bullet, qui ne sont pas encore apparus, et j'ai cru comprendre qu'ils sont vraiment plutôt récents dans l'histoire, donc ils ont moins d'une vingtaine de tomes. Bon, il me reste encore 38, donc j'ai le temps de voir venir, mais tout doucement, je vais me rapprocher de Serra, du joueur de shogi, et de... je sais plus comment s'appelle l'autre, avec les cheveux blonds. Voilà. Bon, j'ai hâte de voir ça, en tout cas, il me reste encore
au moins 2 à 3 vidéos de mes lectures. Là, vu que j'ai un peu rattrapé mon rythme, la prochaine lecture sur Conan, ça sera pas tout de suite. Mais voilà, de toute façon, là, je vais m'attaquer au top 61 et lire la suite. Enfin, j'ai déjà commencé le top 61, mais voilà. En tout cas, Conan, c'est toujours aussi bien. On passe maintenant à Mangetsu avec son premier one-shot, donc le 3e manga de l'éditeur, le Mandala de Feu, donc qui est le premier titre de leur collection Seinen. Alors c'est un manga historique sur un peintre, donc alors c'est du 16e ou 17e siècle, je sais plus exactement. Bon, ça se passe un tout petit peu après la mort de Oda Nobunaga, parce que le manga commence avec le fait que Nobunaga est mort, donc dans le fameux incendie du temple Onoji, si je dis pas de bêtises, et en fait le héros avait vu une peinture dans ce temple là et il va absolument y aller. Pour moi, le Mandala de Feu, alors déjà c'est un super titre, c'est un grand format en fait, on se peut-être même par rapport à un manga de Conan, voilà, c'est quand même relativement grand. Alors il fait que 200 pages, hein, c'est pas un gros bouquin, c'est juste un grand bouquin qui est plutôt bien foutu, le papier est de bonne qualité. Alors ce que je disais, c'est que pour moi ça fait partie de ces seinen qui ont l'appellation seinen, mais qui derrière peuvent être lus par des jeunes, parce que il y a vraiment un esprit très shonen neketsu dedans. Par exemple, il y a un passage qui m'a vraiment marqué, c'est quand au tout début du récit où le héros veut pas un truc, il y arrive pas, il a un truc dans la tête, et il neige dehors, il va faire quoi? Il se fout à Walp dans la neige, et il est tellement chaud bouillant que la neige autour de lui s'évapore. J'ai trouvé ça tellement shonen neketsu que quand j'ai vu que c'était un seinen, je me dis mais pourquoi? Alors oui, après il y a des thématiques, il y a une histoire qui est un peu plus compliquée que ça, il y a quand même tout un fait historique qui est là, qui est très présent, il y a une rivalité, même s'il y a un côté shonen neketsu, il y a quand même plein d'explications qui font que c'est un peu plus pour des adultes, mais ça reste une bonne lecture. Donc voilà, si vous savez pas quoi lire, je vous conseille ça. C'est qu'un seul one shot, donc vous vous embarquez pas dans une grande série, mais ouais, c'est un beau truc. Alors je suis juste un peu déçu. Alors je sais pas si ça se voit, mais en fait c'est du papier simple, c'est pas du papier glacé comme on a d'habitude pour les couvertures, et je pensais qu'il y aurait au moins un vernis sélectif sur l'effet de pinceau. Ben non, il y a rien. C'est juste un petit reproche, voilà, histoire de faire chier, mais sinon ouais, c'est un super bouquin. Le Mandala de Feu, je vous conseille. Du foot, avec Blue Lock, le tome 1 et le tome 2. Non, c'est plutôt le tome 1 et le tome 2. Donc c'est l'autre manga de foot, enfin gros manga de foot qui sort ce mois-ci, avec Captain Tsubasa Kid Dreams, que je n'achèterai pas, clairement. Ça a l'air bien, mais clairement, j'ai déjà vu Captain Tsubasa il n'y a pas longtemps. C'est un remake. Ça a l'air bien dessiné, mais j'aime bien le style de l'auteur d'origine, et de toute façon, c'est pas le sujet. On parle de Blue Lock, alors j'en parle ici dans un lecture, mais normalement, alors j'ai prévu que ça sorte le vendredi 11 juin, en même temps que Aoashi. Je vais faire une double vidéo sur Aoashi, et dire qu'est-ce que je pense des deux titres, et dire quels sont les points forts de l'un par rapport à l'autre, et voilà, parce que pour moi, Blue Lock et Aoashi parlent du foot, mais racontent des choses qui n'ont rien à voir avec le foot, enfin, rien à voir, totalement différents par rapport au foot. Pour moi, en fait, comparer Aoashi et Block, dire ouais, celui-là est mieux que celui-là, c'est pertinent et en même temps, c'est pas pertinent, parce que c'est comme dire comparer Slam Dunk et Real. Deux mangas de basket du même auteur, mais incomparables. D'un côté, t'as un manga shonen neketsu pour souche, et de l'autre, t'as un manga qui te parle du handisport. Alors sur le fond du basket, mais à quel moment tu peux comparer ces deux trucs-là? Alors en termes de dessin, tu peux dire ouais, l'auteur s'est amélioré, mais bah ouais, forcément, il s'est passé 10 ans entre les deux titres, mais voilà, je vois pas l'intérêt. Je m'égare un petit peu, je réserve ça pour ma vidéo manga chaud sur Aoashi et Blue Lock le vendredi 11, donc le jour du match des Bleus, contre... je sais plus, c'est la Hongrie, je crois. J'ai un doute, putain, je connais rien en foot. Je sais que c'est pas l'Allemagne et le Portugal, c'est la troisième équipe. Donc, Blue Lock, c'est un manga de foot qui mélange habilement le foot avec le Battle Royale. Parce que le principe, c'est que le Japon reconnaît qu'ils sont pas super forts au foot. Ils engagent un mec qui est un putain d'entraîneur, etc., qui a un gros taré. Il dit on va réunir 300 jeunes attaquants. On va les foutre dans un grand entrepôt qui s'appelle le Blue Lock. Et ils vont s'entretuer. Alors, s'entretuer, façon de parler, ils vont faire des défis, et à la fin, le seul qui restera, ça sera le meilleur attaquant du monde. Et donc c'est comme ça que commence le Blue Lock, avec un héros qui est le 299e sur 300 meilleurs joueurs. Donc il est vraiment le plus mauvais, enfin l'un des plus mauvais, et donc ils vont faire des petits jeux. Alors le premier jeu, c'est un petit jeu du chat et la souris, et qui est super bien pensé en fait, quand tu vois l'explication de pourquoi ils ont joué comme ça, c'est super intéressant. Alors un peu farfelu quand même, et après on est sur un truc plus classique, on est sur vraiment un arc tournoi, où là c'est juste des matchs d'équipe de foot. C'est vraiment bien foutu, alors extrêmement bien gratté, là j'avoue que l'auteur il a un dessin incroyable, mais j'avoue que l'histoire pour l'instant est prenante, c'est beaucoup plus shonen
que Awashi, mais Awashi pour moi a le côté, il y a un propos qui m'intéresse plus. Bon, je m'égare un petit peu, j'en garde pour mon manga chaud, mais en tout cas Blue Lock, ouais, c'est bien dessiné ça, quand il y aura un animé, une dinguerie. Et en plus j'ai vu des planches des tomes actuels, il a l'air d'avoir des dingueries, mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas Blue Lock, je vous conseille. L'Atelier des Sorciers, le tome 8, alors j'ai pris édition collector parce qu'avec il y avait un petit artbook et je voulais voir un petit peu le trait de l'auteur à chaque fois. Dès qu'il y a un artbook, je prends. Voilà, clairement. Quand c'est un petit gadget, je m'en fous un peu. Là, c'est un artbook, je prends. Tome super cool. Alors, beaucoup plus tranche de vie. Alors, avant, il y avait un peu plus de failles, un peu plus de défis. Là, c'est... il va y avoir un festival. On va organiser une kermesse. On va avoir un stand. Vous voulez nous aider? Globalement, c'est ça le tome. Hein. Ils se préparent à aller à ce grand festival. Il y a toute une histoire avec un garçon handicapé qui est super cool. Voilà, l'Atelier des Sorciers, ouais, je kiffe toujours autant. Alors, ça se voit pas parce que c'est dommage que les couvertures soient comme ça, on voit toujours Coco. Mais voilà, c'est un tome qui est bien consacré sur ce personnage-là qui est sur la couverture, dont j'ai oublié le nom. Il a un nom à coucher dehors, en plus ils ont tous des noms à coucher dehors. Tartare. Voilà, il s'appelle Tartare, en même temps. Comment tu veux changer de ce prénom? Et ouais, donc il y a aussi ce personnage-là. Alors, par contre, pareil, lui, j'ai pas son nom. Donc, qui est sur cette fameuse chaise avec des pieds de biche et qui marche tout seul, c'est trop cool. Voilà, j'ai grave kiffé l'Atelier des Sorciers. De toute façon, je vous conseille toujours autant les Sorciers. Même s'il y a qu'un ou deux tomes par an, chaque tome, c'est un bijou. Clairement, c'est un bijou. The Quintessential Quintuplé, tome 9. Et alors là, je comprends totalement les fans, enfin les gens qui connaissent le manga, qui ont vu l'animé, en disant mais ils ont zappé plein de trucs. Waouh. Alors, pour avoir vu l'animé et découvrir le manga, je découvre des choses dans le manga et je me dis mais... J'ai pas vu ça. Genre par exemple, le rival en note de Uesugi, enfin Futaro, on l'avait vu un petit peu, mais toute l'histoire sur le fait qu'il veut devenir astronaute, j'ai pas souvenir de l'avoir vu ça. Et c'est pourtant hyper intéressant. Alors c'est sûr que c'est pas hyper intéressant si on se concentre que sur les 5 sœurs, mais il n'y a pas que les 5 sœurs, il y a aussi Futaro et les autres élèves. Et là on est toujours sur la saison 2, là on est sur vraiment les derniers épisodes, parce que là le tome se finit où ils vont partir à Kyoto. Donc je pense qu'il reste encore un tome ou deux par rapport à l'animé, donc il restera 4 tomes, entre guillemets pour moi, inédits, même si je connais la fin, je sais qui est la fameuse mariée, je ne dirai pas son nom, mais voilà, c'est toujours aussi bien. Alors, j'ai beau l'adorer, je le reconnais, Ichika c'est une grosse salope dans ce tome-là, parce que le passage où elle se déguise en Miku et qu'elle dit « Hey, tu sais, Futaro, Ichika elle t'aime bien, et moi je vous soutiens », je me suis dit, elle est vraiment salope là. Alors excusez-moi du terme, hein, c'est vrai que c'est pas sympathique, c'est pas élogieux pour les femmes, mais là j'avoue quand même c'était vraiment un coup de pute. Excusez-moi encore du terme, mais en vrai ouais, j'avoue que là, même si j'adore Ichika, c'était quand même pas super sympa vis-à-vis de Miku. Même si j'aime pas Miku, hein, je m'en bats les couilles d'elle. Là j'avoue que cet homme-là, elle a fait fort. Hein. En plus, la tête qu'elle a, elle a des yeux de psychopathe. J'adore ces yeux-là, mais c'est vrai que là, elle a fait fort. Mais Quintessential Quintuplé, c'est toujours un putain de kiff à lire. Je surkiffe ce manga. Ah, lisez, c'est trop bien. Orient, alors autant le tome 7 j'étais un peu perdu, autant ce tome 8 ça va, j'étais vraiment bien. Alors toute l'histoire autour de, excusez-moi, pas Musashi, Michiru, parce que alors les prénoms j'ai pas les retenir, donc la fille qu'il a rencontrée il y a 2-3 tomes, et donc vis-à-vis de son père, la relation que l'autre il vénère, c'est pas des honey, c'est encore un autre terme, c'est des, excusez-moi, au tout début je sais qu'il y a un petit résumé, c'est des kitchen qui apparaissent, c'est génial, tout le gros fight qui fait encore plus penser à du Magi quand ils revêtent leur jean, etc. Où il y a une sorte de lien qui se crée entre les différents samouraïs, où ils sont tous en mode gros guerrier. Ça m'avait beaucoup pensé aux manières de jean, quand ils utilisent leur... Alors je sais plus le nom de ça exactement, ou quand ils ont leur acolyte qui récupère une partie de leur pouvoir de leur jean, et qui se transforme plus ou moins en monstre à chaque fois. C'était vraiment super cool, le combat est vraiment stylé. Et donc là on arrive sur, on va dire, Musashi qui va affronter l'un des, entre guillemets, premier membre de l'Akatsuki, donc le fameux père de Michiru, qui vénère donc Sekishin et qui est pour moi le plus faible, hein, honnêtement. C'est un gros monsieur sur une chaise, je me dis lui il doit pas se battre souvent, il doit pas faire grand chose, il doit avoir une putain d'armée parce que ses filles elles ont l'air super vénères, et j'étais un peu choqué à la fin quand il dit « Ah, tu veux récupérer ma fille? C'est sûr que tu veux la récupérer? Et tiens, je te la rends. » Et il dit « Ah, maintenant elle a amnésie. » J'ai fait « Oh l'enculé. Ah, toi, t'es vraiment un salaud. » Alors Musashi va sûrement dégommer dans le prochain tome, mais j'avoue que c'était vraiment salaud. Et alors,
petite news, j'ai appris que le manga était au tome 12 au Japon, et que bah, d'ici la fin de l'année, on sera au tome 11, ou 10 ou 11, ce qui fait que ben on est quasiment à peu de choses près, on a vraiment rattrapé les japonais, ça fait vraiment plaisir bah, de suivre un manga et de dire bah, pourquoi suivre les scans, parce que dans quelques temps, j'aurai, allez, même pas 6 mois de décalage avec les japonais, comme par exemple avec One Piece, où je me dis j'ai un tome d'écart avec les japonais, autant je les scanne parce que j'ai envie, mais en vrai, c'est vraiment l'un des seuls titres que je suis encore, parce que on est tellement maintenant proche des japonais que ça fait plaisir en fait d'avoir autant de mangas en France. Search and Destroy, tome 2, Atsushi Kaneko, là il fait très fort. Alors, c'est marrant parce que je suis con de me dire que j'y ai pas pensé. J'avais parlé dans mon manga à chaud disant ouais le maire, je pense que c'est quelqu'un d'hyper important. Pourquoi j'ai pas pensé au fait que ce soit le père de... alors j'ai... non c'est pas Diakimaru. Putain c'était tellement logique en fait de dire que bah oui il transpose le chef d'une famille de clan de samouraïs, c'est quoi dans ce monde là? C'est l'homme le plus puissant de la ville, le maire. Putain mais maintenant que je le vois je me dis mais c'était... le nez au milieu de la figure, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, voilà, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir, alors je crois qu'ils l'ont pas vraiment encore, bah, on a eu quelques brides, mais on n'a pas encore vraiment les explications. Bon, je suppose qu'il a sacrifié son enfant, enfin sa fille, pour gagner des votes, pour être promu en tant que maire. J'ai hâte qu'on nous montre, on nous explique réellement ça. J'ai beaucoup aimé les fights qu'il y avait dedans, notamment, alors c'est le combat contre... c'est pour récupérer ses jambes, donc c'est ce personnage-là qu'on voit ici. Je sais pas si vous voyez bien, qui était vraiment cool, et le combat pour récupérer ses mains, donc contre un mec qui en plus a une tête de démon et qui a deux paires de bras, vraiment le combat était super cool. Là il y a des fights qui étaient incroyables, Atsushi Kaneko, incroyable. Là j'ai vraiment encore plus envie de découvrir ses autres œuvres, parce que pour l'instant j'ai rien lu à part ça, et bah j'attends Wet Moon, j'ai cru comprendre que ça va être réimprimé, faut que je me fasse Zesco, faut que je me fasse le manga qui est chez Ankama, et faut que je me fasse Bambi. Heureusement, Imacho réimprime cette année ou l'année prochaine les titres, donc Atsushi Kaneko, j'ai pas de raison de ne pas commencer prochainement, en tout cas j'en reparlerai je pense quand j'aurai lu une série dans mes lectures, et en tout cas pour l'instant, un sans faute, hein. Search and Destroy, une pépite, et dans pas longtemps on va voir Ayako, ça sort un petit peu en décalage, c'est un peu dommage parce que pour moi, il faudrait sortir ces titres-là en même temps que le Tezukomi, et voilà, tu sors le Tezukomi et les deux autres œuvres à côté, les gens ils savent que c'est du Tezuka, ils prennent tous d'un coup, voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Je pense qu'il y a eu un problème pour Ayako, mais c'est un peu dommage que ça sorte en décalé. Maintenant, on va parler de Tezukomi et c'est méchant. Tezukomi, tome 2. C'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. En fait, c'est vraiment le même reproche que j'ai sur ma vidéo manga à chaud. Je comprends pas les choix de cette édition. Alors, il y a des histoires sympathiques, ou même si elles m'ont pas toutes marqué plus que ça, mais par exemple, il y a une histoire de Princesse Saphir, qui a l'air d'avoir une suite, mais j'ai pas la suite. Genre, ça se finit sur oh, un méchant arrive, et je me dis, ah bah, c'est le prochain chapitre, c'est... Bah non, c'est pas Princesse Saphir. Et c'est hyper frustrant, ça vraiment, ça se finit sur... je vais essayer de vous retrouver le passage, en plus il est juste là. La dernière page, c'est entendu, le résultat pour vous parviendra sans délai, d'ici là, amusez-vous bien. La pièce du Premier ministre lesté est en route. Tintintin. T'as pas la suite. J'étais dégoûté. Je me dis, mais attends, est-ce qu'il y a un chapitre 2? Parce que moi, je veux la suite, là. L'histoire était trop bien. Alors, j'aimerais tellement lire maintenant Princesse Saphir, parce que ça m'a vendu du rêve, l'histoire de cette princesse qui se déguise travestie, parce que son père, etc. C'est un peu Lady Oscar avant l'heure. C'est génial. Je veux lire la suite. J'ai pas la suite. Alors, on a d'autres trucs. On a Mathieu Bablet, donc, qui est l'auteur de Carbone and Silicium. Il a fait quoi d'autre? Ah, putain, j'ai plus le nom. Shangri-La Frontière, qui sont des BD qui sont super bien. Il a fait une histoire autour de Metropolis, en couleur. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Matez-moi ces belles couleurs en noir et blanc. Encore une fois, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de sortir ce passage-là en papier glacé, comme on l'a à la fin du tome, on a du papier glacé avec des illustrations en couleur. Bah, j'aurais préféré avoir cette histoire-là en papier couleur, quitte à payer un peu plus cher, même si bon, c'est déjà 20 € pour du papier moyenne qualité. Pareil, en plus, je parle de Mathieu Bablet, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a une histoire autour de Bouddha, alors que je trouve vraiment cool, qui est entièrement muette. Où Bouddha est pas tant présent que ça, hein, c'est vraiment très métaphorique, où tu as des astronautes qui vont statue de Bouddha sur la Lune. L'histoire est super cool, super prenante, même s'il n'y a rien qui est dit. Mais c'est en noir et blanc, et c'est un peu dommage parce que ça aurait mérité de l'avoir en couleur. J'ai bien aimé aussi l'histoire de Sangoku, qui était vraiment dynamique. Mais voilà, encore une fois, Tezukomi.
il y a des bons titres, il y a des bons auteurs. On peut découvrir des super auteurs à en devenir, que ce soit de la bande dessinée ou du monde du manga. Souvent, c'est comme des auteurs qui sont bien accomplis. Désolé, j'ai une mouche là qui tourne autour. Mais il y a des choix dans la manière d'imprimer, de sortir le bouquin, des choix éditoriaux, parce que finalement, c'est une sélection des titres sortis au Japon. C'est parce que Tezukomi, en vrai, c'est 18 tomes. Et j'ai du mal. Alors, il reste qu'un seul tome, donc j'irai jusqu'au bout. Mais en vrai, jusqu'à présent, je suis un peu dégoûté. Et même les couvertures. On a une figurine, on a une photo de Bouddha. Je ne l'ai pas encore vu dans le bouquin. Et je ne sais pas où est-ce qu'il apparaît, ce Bouddha-là. Et un peu dégoûté, encore une fois. Je vais continuer à être un peu méchant, mais en vrai, prenez parce que c'était Tezuka, mais en vrai, je trouve qu'il y a des choix qui sont faits. Je trouve que, éditorialement parlant, c'est un échec. Alors là, on va arriver sur le trio de manga qui se termine. On commence avec Ranma 1/2, 20e et dernier tome. Alors on a un petit effet gris argenté, brillant, qui est vraiment super bien foutu et super bien venu pour ce dernier tome de Rumiko Takahashi. Donc c'est le premier titre de l'auteur, de l'autrice plutôt, que je suis du tome 1 au tome final. Inuyasha, je suis jamais allé jusqu'au bout, j'ai pas vu la fin de Rin, je suis en train de découvrir Maison Koku et Mao aussi. Donc là, j'ai lu la fin. Et alors, j'avais souvenir dans ce qu'on m'avait raconté un petit peu de la fin, que ça restait sur une fin ouverte, mais il y avait comme une conclusion sur le fait que Ranma et Akane finissaient ensemble, mais que, on va dire qu'on continue à faire les cons. Et je trouve que c'est une super fin. Et alors, le tome, il est ultra généreux. C'est un tome entier, c'est un méga arc. Ce qui avait déjà commencé dans le tome 19, là, c'est le méga arc contre, je crois qu'il s'appelle Safran. Ça m'a fait rire, Safran. Le roi des Félix s'appelle Safran, c'est une épice. Voilà, ça m'a fait très rire. Et ouais, c'est un méga arc sur lui. Il y a plein de rebondissements, il y a des coups fourrés. C'est génial. Ranma, j'ai trop kiffé. Et je pense que je vais me faire les Inuyasha cet été. Je vais essayer de m'acheter les tomes. Il y en a une cinquantaine, ça fait beaucoup quand même. Mais j'ai envie de me faire Inuyasha. J'ai envie de lire d'autres œuvres de Rumiko Takahashi parce que c'est vraiment une auteure que je kiffe. Et Ranma, ça a vraiment été un kiff du tome 1 au tome 10, du tome 19 au tome 20. Super titre. Je vous conseille, même si maintenant c'est terminé, ça fait un peu cher d'acheter 20 tomes, mais au moins vous savez que les 20 tomes sont là. Alors, j'espère vraiment que Glénat, maintenant qu'ils ont terminé ça, ils vont peut-être faire l'amou. Vu qu'ils ont une petite édition Rikiki, je l'ai toujours pas pris, en disant peut-être qu'ils vont y imprimer en édition normale comme ça. Vu qu'ils le font pour l'école emportée, que j'ai acheté en édition Rikiki, est-ce qu'ils vont le faire pour l'amou? J'espère, mais je croise les doigts. En tout cas, j'espère. The Promised Neverland, 20e et dernier tome. Et ça va. Clairement, ça va. On m'a dit que la fin était pas ouf. Moi, j'ai trouvé que ça allait. Mais c'est plus l'arc final que j'ai trouvé pas ouf. Que la fin ça va remonte un peu le truc. Même si, alors, j'avoue, j'étais un peu dégoûté pour Isabella. Clairement, son finish, j'aurais préféré qu'elle ait au moins une rédemption vis-à-vis de la fin. Finalement, elle a rien eu. Par contre, j'ai trouvé un petit peu... Ça servait à rien, c'est le moment où, quand elle m'a dit, ouais, le dieu des machins, il a dit que j'aurais pas de... Comment il a dit, il y aurait pas de compensation, il y aurait pas de conditions pour que on revienne tous dans le monde des humains. Ce qui est un mensonge, parce qu'en plus, il lui a mis... Alors, je sais plus si c'est Emma qui les a mytho, ou le dieu qui les a mytho. Je crois que c'est... Non, je crois que c'est elle qui les a mytho. Hein. Et en fait, c'est juste, elle perd la mémoire, et en fait, il la cherche pendant 2 chapitres. J'aurais préféré que ça soit l'amorce d'un arc final, ça. Vraiment, il cherche pendant un tome entier Emma. Ça aurait été cool. Parce que là, j'avoue que c'est... Tu vois, genre, oh bah j'ai perdu la mémoire. Tu te dis, bon bah il reste 50 pages. Donc tu fais, bon bah dans 50 pages ils vont la retrouver. Et bon bah au bout de 20 pages il la retrouvé. Donc c'est vrai qu'en termes de lecture, bah, c'est une péripétie qui sert à rien. Moi clairement, j'ai vu ça, j'ai dit, bah ouais, mais en fait je sais que c'est le dernier tome. Donc je pense pas que l'auteur va finir sur Emma qui est toute seule. Dans le monde des démons, ou qui est amnésique, qui va vivre dans son coin paumé. J'y croyais moyen. Et alors, j'avoue que ça manque un peu d'un épilogue. Que sont-ils devenus 10 ans plus tard? Genre Emma est devenue maman, elle est avec Norman, ils ont eu 4 gamins. Je sais pas, Phil, il s'est marié avec Carol, ils ont eu 8 gamins. Ray est devenu ingénieur en aérospatial, il a créé une fusée qui va sur Mars. Ça aurait été cool. Là, j'aurais bien aimé savoir ce que deviennent les enfants. Parce que là, on finit sur... Ils vont vivre heureux, mais on sait pas plus que ça. Là, j'aurais bien aimé savoir au moins... Voilà, avoir un petit début de Boruto, voilà, un truc comme ça. Ça aurait été cool. Et ça aurait été intéressant vis-à-vis d'Isabella, que voilà, elle ait pu trouver un nouvel amour, parce que elle a quand même vécu une vie de merde, cette pauvre dame. C'est vraiment triste pour elle. Mais voilà, TPN,
un bon titre hein, quand même, mine de rien. Bon, qui a pas eu un animé digne de ce nom. L'animé était pourri, la saison 2, mais nul à chier, ce qui est vraiment dommage. Aria, The Masterpiece, 7ème et dernier tome, et encore une fois, j'ai pas grand chose à dire par rapport au tome d'avant en fait, hein. Ça a été du début jusqu'à la fin, un petit manga feel good, vraiment un petit plaisir à lire, un petit, voilà tu lis, tu passes 300 pages, tu vois des filles en tenue agréable, bord de mer, pirogue, enfin non c'est pas les pirogues, c'est des... Je sais plus comment ça s'appelle, ces bateaux de Venise, voilà, qui promènent les touristes, il y a des chats, des histoires d'amour. Du début jusqu'à la fin, ça a été un réel... Des gondoles, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, des gondoles. Un réel plaisir à lire, ouais, un vrai kiff. Alors j'hésite maintenant, c'est est-ce que je me fais Amanchu de la même auteur, ou est-ce que je me fais Escale à Yokohama? Parce que pour moi, les deux titres sont vraiment dans cet esprit feel good, vraiment un petit manga où c'est pas un shonen où tu vas prendre des combats, où tu vas avoir des histoires de romance hyper importantes, tu vas savoir qui va finir avec qui jusqu'au bout. Là, c'est vraiment du feel good, tu te mets à la plage, le bruit des vagues, tu sors le bouquin, tu prends du bon temps, tu mets le soleil, voilà, tu bronzes un petit peu, royal au bar. C'est vraiment, c'est ça pour moi le manga, et c'est vraiment un réel plaisir. Je vous conseille, c'est 7 putains de briques, mais c'est 7 briques qui sont super agréables à lire. Et on finit avec le gros hit, Jujutsu Kaisen, le tome 9. Grosse claque. Grosse claque. Alors là, on finit vraiment tout le tome, c'est la fin du flashback sur Gojo et son pote, alors excusez-moi, j'ai oublié son nom, Suguru Geto, donc pour moi, ce personnage-là qui est le grand méchant de Jujutsu Kaisen, et on découvre... Alors, j'ai trouvé que le passage vers le côté obscur était un poil facile. J'avoue que c'est... Alors moi, j'avoue qu'il veut juste voir une fille et dit « C'est quoi ton type de meuf ?» Eh, tu sais, s'il n'y avait pas d'humains, on serait... Il y aurait moins d'humains, ou si il y avait plus d'humains qui ne voient pas les fléaux, ou si tous les humains étaient des exercices, il y aurait plus de fléaux. Et il dit « Oh ouais, elle a raison. Oui, mon maître, Dark Vador. » J'ai fait « Waouh !» Alors, peut-être que je me souviens pas très bien du tome 8, mais j'avoue que le passage vers le côté obscur, je l'ai trouvé hyper brutal, hyper puissant, et j'aurais pensé que ça serait beaucoup plus subtil que ça. Alors peut-être que c'est moi qui ai loupé un truc. J'ai bien aimé aussi le combat entre... excusez-moi, j'ai oublié son nom. Le prof Gojo par rapport contre le père de Fujiguro. Insane. Le combat où l'autre il lui plante un putain de couteau dans le cou et qu'après il revient et dit « Je me suis soigné et maintenant je maîtrise le bleu et le rouge » et brah, il lui fait un truc violet. Ça, en animé, ça va être insane. Clairement, si c'est aussi insane quand Gojo se bat que la saison 1, la saison 2 ça va être une tuerie. Clairement, ça va être une tuerie. Le combat contre lui était ouf. Et donc là, on va tomber un nouvel arc. Et j'ai hâte, parce que je crois que c'est le méga arc, tout le monde dit, c'est un truc de fou. L'arc de Kyoto, ou Tokyo, ou de je sais plus quoi, de Shibuya. Parce que là, c'est ça, on m'avait dit que le tome 10-11, c'est un arc qui dure 3-4 tomes, et c'est un truc de dingue. Donc j'ai hâte de lire cet arc-là. En tout cas, Jujutsu Kaisen, c'est une putain de claque. Là, ce tome-là, j'ai surkiffé. Et en animé, ça va être une dinguerie. La saison 2, ça va être une dinguerie. Clairement, là... Déjà, le flashback de Gojo, les gens vont mourir. Mais clairement, le combat de cet homme-là contre le père de Fujiguro, insane. J'ai pas d'autres mots à dire. Voilà, en tout cas, Jujutsu Kaisen, là, j'avoue que depuis quelques tomes, c'est une putain de dinguerie et ça va être génial. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça permet à la chaîne de grossir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!